Bienvenue dans la deuxième partie de notre vidéo sur les systèmes on chip. Si vous avez manqué la première partie, nous vous suggérons de la regarder avant celle-ci en cliquant sur le lien dans la description. Je suis Jean-Samuel Chenard, le président et fondateur de Modsci. Depuis plus de 10 ans, nous aidons les compagnies à concevoir de nouveaux produits électroniques connectés et modernes. Dans la première partie, nous avons vu en quoi consiste une puce SoC et pourquoi certaines industries ne peuvent plus s'en passer. Dans cette deuxième partie, nous verrons pourquoi c'est avantageux que beaucoup de nouvelles conceptions d'objets connectés soient basées sur des puces SoC. Aussi, nous verrons des critères pour éviter de mettre tous nos œufs dans le même panier. Finalement, nous couvrirons sommairement comment établir les compromis entre la spécialisation et la versatilité lors de la conception et du développement d'un produit connecté. Premièrement, demandons-nous si c'est une bonne chose que la plupart des conceptions d'objets connectés soient basées sur des puces SoC. Avec toutes les ruptures de stock que l'on connaît actuellement, est-ce dangereux de ne pas avoir d'autres options? On pourrait penser que le fait de construire son objet connecté autour d'une puce de type SoC ajoute du risque, puisque ça devient une solution unique. C'est un bon argument. En contrepartie, le même problème est présent si on utilise 3 ou 4 puces indépendantes pour construire la même fonctionnalité. Il suffit d'une rupture de stock sur une de ces composantes pour bloquer votre production. Tant qu'à devoir refaire un circuit, autant bénéficier des économies qu'apportent les systèmes sur puces. Un approvisionnement bien structuré pour la production va prévoir en avance le besoin des puces de type SoC et le manufacturier aura moins de pièces critiques à gérer. Aussi, plusieurs manufacturiers de SoC offrent des variantes des mêmes systèmes avec plus ou moins de fonctions sur la puce. En fait, certaines puces SoC contiennent les mêmes fonctions, mais le manufacturier les vend sous diverses formes, permettant ainsi de pouvoir utiliser une puce qui aurait un défaut, par exemple dans sa mémoire, en la vendant comme une à capacité réduite. Comme les SoC forment souvent la base de dizaines de produits à grande demande dans le marché, certains manufacturiers ont une grande distribution en millions d'exemplaires par mois. Donc, il est toujours possible de s'en procurer, même si les réseaux de distribution directe sont en rupture d'inventaire. Maintenant, parlons des options qui s'offrent à nous, afin d'éviter de mettre tous nos œufs dans le même panier lors de la conception d'objets connectés. C'est important de considérer que pour la plupart des produits, le SoC n'est que la plateforme pour exécuter le code du produit. Certainement, il y aurait un gros effort à mettre en place pour le matériel. Mais dans une très grande majorité de produits, l'effort de développement logiciel dominera les considérations. Une des approches permettant de mitiger les risques est de travailler avec un cœur de calcul très connu, comme un processeur ARM ou encore RISC, qui sont très communs dans les SoC. Donc les librairies, le système d'exploitation et de nombreux périphériques peuvent être migrés d'une puce SoC vers une autre. Certes, ce serait un effort important, mais peu importe l'architecture choisie entre une puce SoC et un agencement de composantes plus traditionnelles, le risque demeure, alors ce n'est pas plus risqué de viser une approche intégrée. Finalement, posons-nous la question. S'il faut choisir entre la spécialisation et la versatilité, laquelle est la plus profitable lors de la conception et du développement d'un produit connecté? Je pense qu'il est important de bien suivre l'évolution des standards dans lesquels le produit évolue ainsi que son cycle de vie. Pour un bien ou un produit de grande consommation, le cycle de vie du produit est très court. Dans quelques années, il faudra le mettre à niveau, car il faut sans cesse dépasser les attentes des consommateurs et la compétition est féroce dans ce milieu. Dans des produits comme ça, c'est préférable de miser sur une puce très spécialisée dédiée au produit. Les montres intelligentes sont un bon exemple. Elles sont souvent structurées autour d'un SoC très optimisé pour l'écran à façade et des fonctions de communication avec le téléphone intelligent. Par contre, dans une application avec un cycle de vie qui vise plusieurs années voire une décennie de production, par exemple un équipement industriel, il faut miser sur une famille de SoC qui, dans sa philosophie, vise une bonne longévité de production et un chemin pour une migration d'une puce SoC vers une autre avec un minimum d'impact sur les designs. Certaines puces moins spécialisées permettent au manufacturier de diversifier sa base de clients. Elles coûtent un peu plus cher à l'unité, vu que ce ne sont pas toutes les fonctions présentes qui sont exploitées par l'utilisateur. En contrepartie, elles permettront d'amortir une conception sur beaucoup de projets et la rendre profitable à long terme, vu leur potentiel de réutilisation. Ça leur donne un cycle de vie beaucoup plus long. En conclusion, en comprenant mieux pourquoi nous avons besoin de tel ou tel composant, nous ferons de meilleurs choix et nous augmenterons nos chances d'être à l'abri des problèmes actuels tels que les ruptures de stock, la hausse des prix ou d'autres enjeux similaires qui guettent la production électronique. Si vous rencontrez des problèmes avec votre production ou si vous voulez en apprendre davantage sur les méthodes modernes de conception de produits électroniques, n'hésitez pas à contacter l'équipe de Modsci et nous nous ferons un plaisir de vous expliquer notre méthode éprouvée depuis des années.